Bien, je vous propose de démarrer. Et donc, merci à tous les présents, à tous ceux qui sont connectés ce soir. Je suis Caroline Lejeune, je suis membre du bureau d'Alumni for the Planet, qui est une association qui s'est lancée donc, il y a 4 ans maintenant pour mobiliser les alumni autour des sujets environnementaux principalement et pour les inciter à intégrer dans leur job et dans leur vie les enjeux sur ces sujets-là. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir et je vais être accompagnée de deux intervenants ce soir. Catherine Brennan, qui est directrice générale de Burdeo, un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers à impact et qui accompagne aussi un certain nombre de personnes dans le chemin de la reconversion professionnelle. Donc, elle nous parlera des enjeux d'intégrer dans tous les jobs aujourd'hui, de transformer tous les métiers en y intégrant les sujets de durabilité et ce qu'elle constate dans les entreprises et probablement les différentes façons d'y arriver. Ensuite, nous aurons le témoignage de Ludovic Moulard, qui est passé à l'action dans son entreprise très concrètement, personnellement et concrètement. Et donc, il va vous expliquer ce qu'il a fait, comment il a incité son entreprise d'abord à faire un bilan carbone et ensuite beaucoup d'autres actions qui l'ont mené probablement à son poste actuel et vous montrer que très concrètement, c'est possible. Et ensuite, je vous présenterai moi un peu plus de la méthodologie d'Alumni for the Planet, quelques clés, quelques outils pour passer à l'action, puisque c'est vraiment ce que nous réalisons au quotidien avec tous nos membres, c'est de les accompagner dans leur passage à l'action. Et je finirai, on finira tous par un moment important. On a consacré une demi-heure normalement de temps à la fin pour ce moment-là, qui, au-delà des questions-réponses, est un moment vraiment qu'on souhaite de partage, où on vous proposera, pour ceux que ça intéresse, de partager la problématique, où vous en êtes vous, potentiellement, si vous avez un sujet, un chemin que vous voulez, comment vous voulez qu'on vous aide potentiellement, et on essaiera de vous donner des clés personnalisées pour vous aider, soit à lever un obstacle, soit des conseils pour aller dans le chemin que vous souhaitez entamer. Quelques consignes très rapides. Le webinaire est enregistré pour faire profiter un maximum de personnes de ce soir et notamment des témoignages et des expertises de Catherine et de Ludovic. Et puis, on aura un petit sondage sur la fin aussi qu'on vous demandera de remplir parce que ça nous aide beaucoup à améliorer nos webinaires. Donc, vous serez vraiment, ce sera très apprécié si vous prenez 2 minutes, c'est le temps que ça dure à peu près, pour le remplir. Voilà, sur ces paroles, je passe la parole tout de suite à Catherine en la remerciant éminemment d'être ici ce soir avec nous pour nous partager son expertise. Merci Catherine. Merci. Merci à toi, Caroline, et merci beaucoup de cette invitation. Alors, les années précédentes, c'était Caroline Renoux, fondatrice de Burdeo, qui était à ma place. Caroline est toujours là. Elle est maintenant présidente de Burdeo et de People for Impact. Bonsoir à toutes et à tous. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelques noms que je connais parmi les participants. Donc, peut-être qu'il y aura des redites. Excusez-moi par avance, mais voilà. Euh, je vais un petit peu, afin de répondre à la question, aux deux questions qui m'ont été posées, c'est-à-dire la RSE en entreprise, où on en est, et l'importance d'intégrer la RSE dans tous les métiers, va m'amener à refaire un petit bout de l'histoire avant de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais commencer par un petit retour en arrière à la création de Burdeo en 2010. Hein. Ça va faire 15 ans que Caroline a créé ce cabinet totalement dédié au métier de la durabilité. Et lorsqu'elle a commencé, qui étaient les responsables RSE en entreprise? Eh bien, ils étaient des pionniers et je vais dire des pionnières parce que si aujourd'hui on a 70% des professionnels en durabilité qui sont des femmes, je pense qu'elles étaient même encore plus nombreuses tout au début de cette histoire. Et c'était des pionniers qui se sont formés seuls la majeure partie du temps et qui ont aussi façonné et défini ce métier qui n'existait pas.
Alors, ces postes, on les retrouvait dans les très grandes entreprises parce que c'était les premières qui ont été, entre guillemets, soumises à la réglementation, à une certaine réglementation, mot que vous m'entendrez répéter à de nombreuses reprises. Euh, voilà, donc ça, c'était la première pierre. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu une étape, en tous les cas en France, assez significative après la COP 21 de 2015. Pourquoi? Parce que le sujet est devenu un petit peu mainstream, on en a quand même beaucoup parlé, on a commencé à avoir des solutions, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a même eu le village des solutions à l'époque de cette COP 21. Et puis, on a commencé à voir que ça se structurait, ça se professionnalisait. Et on a aussi vu le secteur de la finance au sens large arriver avec des besoins de talent pour pouvoir structurer des équipes. Donc, on peut dire qu'en 2016, on est dans la phase où on se rend compte que bah, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas que de faire de la durabilité en entreprise. Ça devient de plus en plus professionnel. On voit aussi les grands cabinets de conseil qui commencent à avoir des pratiques dédiées à la durabilité. Et puis, c'est le début en France du mouvement Bicorp et donc des entreprises engagées. 2019, Caroline très souvent qualifie cette année-là de l'année de la bascule. C'est la loi Pacte, c'est le manifeste pour un réveil écologique, c'est l'application Yuka, par exemple, qui nous permet de savoir si les produits qu'on achète sont bons ou pas bons. Et j'ai envie de vous dire que effectivement, ça s'amplifie, que l'année 2020, bien qu'étant particulière, elle a généré un mouvement d'amplification, mais cette fois-ci, je dirais plus vis-à-vis des candidats. Et nous, c'est là où on a commencé à être fortement sollicités par un certain nombre de professionnels qui avaient envie de trouver du sens, d'avoir de l'impact, de faire les choses différemment. En 2021, ça a été une année, encore une fois, de croissance en termes de création de postes. Et c'est là où on a commencé, nous, à parler de pénurie de talents sur certaines compétences en particulier. Et puis, entre 2021 et cette année, on a vu le nombre de créations de postes continuer d'augmenter. Vous voyez, par exemple, entre 2022 et 2023, nous, on a estimé qu'il y avait en 2023 à peu près quelque chose comme 30-35% de création de postes en plus par rapport à 2022. Euh, et cette année, alors cette année qui a été une année, je ne sais pas si on va la qualifier de particulière, mais il s'est passé pas mal de choses et ça a été ce que moi je retiens et ce que j'appelle l'année de la CSRD. Alors, ça avait démarré en termes de création de postes et d'acquisition de compétences pour un certain nombre d'entreprises en deuxième partie 2023, mais on a bien vu qu'en 2024, le sujet s'est accéléré. Donc ça, c'était quelques instants sur l'historique. Aujourd'hui, où en est la RSE dans les entreprises? Si je prends le SBF 120, euh, on a mené une étude il y a presque un an maintenant sur ces entreprises et on s'est rendu compte qu'on avait à peu près un tiers de ces entreprises du SBF 120 dans lesquelles la fonction de Chief Sustainability Officer ou de directeur, directrice RSE se trouvait au niveau du COMEX. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. En même temps, c'est quand même 33%. Et c'est vrai qu'on a encore voilà, 66%, 67% à aller chercher. Ce qui est aussi nouveau aujourd'hui, c'est la place que prend le sujet au sein des conseils d'administration. Alors, pour plusieurs raisons, hein, avec le code AFEP, MEDEF et Middlenex, il y a quand même une recommandation qui est faite d'avoir un administrateur, une administratrice qui soit quelque peu au fait de ces sujets. Il y a de plus en plus de volonté de former l'ensemble du conseil d'administration sur ces sujets-là. Et puis, de nombreux conseils d'administration, aujourd'hui, il y a des comités RSE. Donc, je le mentionne parce que c'est important aussi de se rendre compte que le sujet est pris en main par les plus hautes instances
de l'entreprise qui sont responsables aussi de son évolution et entre guillemets de sa destinée. Donc, on a quand même cette élévation, si vous voulez, de la fonction dans ces instances dirigeantes. Dans ces entreprises, euh, on va voir deux types de Chief Sustainability Officer. Vous allez avoir le CSO qui va être au COMEX, qui va être vraisemblablement quelqu'un qui sera plus dans la définition de la stratégie, qui va être, vous savez, l'étoile polaire qui va en fait emmener l'ensemble de l'entreprise derrière dans sa transformation. Et puis, vous allez avoir parfois des CSO qui sont peut-être pas au COMEX et qui ont une fonction que moi j'appelle beaucoup plus opérationnelle, qui sont vraiment en charge de cette opérationnalisation de la stratégie, qui sont beaucoup plus, pardon, dans le delivery des objectifs que s'est donné l'entreprise. Et l'un ou l'autre vont avoir des équipes qui sont aujourd'hui formées vraiment de spécialistes. Donc, seront spécialistes en économie circulaire, en biodiversité, en carbone, en reporting, mais vraiment des équipes de spécialistes. Alors, en fonction des entreprises et de leur niveau de maturité, vous avez des tailles d'entreprises qui sont des tailles d'équipes, pardon, dans les entreprises qui peuvent varier, mais vous pouvez, dans certaines entreprises, avoir des équipes RSE qui vont entre 30 et 50 personnes. Aujourd'hui, ce sont des équipes conséquentes. Et dans ces grandes entreprises, vous avez ensuite à l'étage en dessous, au niveau des business units ou au niveau des directions, éventuellement pays, des directions marché, vous avez aussi des équipes à la tête desquelles vous allez avoir un responsable RSE et qui peuvent avoir des équipes, alors plus réduites, hein, parfois c'est 3, 4, 5 personnes grand maximum et qui vont porter pour ce marché, pour cette BU de produits en particulier, des enjeux qui sont les enjeux propres à cette business unit. Donc ça, ce sont, si vous voulez, dans les grandes entreprises avec un niveau de maturité assez élevé. Si on regarde maintenant un autre pan du tissu économique français que sont les ETI et les PME, euh, aujourd'hui, et c'est un constat qu'on fait depuis un petit peu plus d'un an, nous maintenant, c'est que vous avez la volonté de ces entreprises d'incarner cette stratégie RSE par le biais d'une ressource dédiée. Ça ne veut surtout pas dire que ces entreprises se mettent seulement à faire de la RSE. Très souvent, elles en ont fait depuis longtemps, sauf qu'elles ne l'appelaient peut-être pas comme ça. Et ces entreprises, si vous voulez, créent des postes qui sont des postes de responsables RSE très transverses pour lesquels on va chercher, si vous voulez, qu'il y ait une adéquation. Alors, une certaine expérience, en tous les cas, de la matière, de la thématique, mais aussi une adéquation parfois avec le secteur d'activité de l'entreprise pour en comprendre vraiment les enjeux. Ce sont des équipes, quand il y en a qui sont très petites, hein, c'est généralement le responsable RSE, et puis au départ, il a éventuellement un alternant, un stagiaire, et puis un an ou 18 mois après, il arrive à avoir un deuxième collaborateur ou collaboratrice. Et en fait, dans ces entreprises, ben, le rôle de ces responsables RSE, ça va être de structurer parfois des choses qui existent, donc de faire dans un premier temps un diagnostic, un inventaire, de structurer une feuille de route et puis d'aller embarquer l'ensemble des collaborateurs pour ensuite déployer cette feuille de route. Donc, voilà, je voulais vous donner une idée euh, des différentes structures de ces départements RSE en fonction des types d'entreprises. On me pose souvent la question de savoir s'il y a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres, qui ont des besoins plus que d'autres. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, tout le monde est concerné, quel que soit son secteur d'activité.
Et puis, on enfin, on le voit déjà et on peut imaginer que ça va continuer de s'amplifier. Toute entreprise finit toujours par être le scope 3 d'une autre entreprise. Donc, si vous voulez, des grandes entreprises, ça percole dans l'ensemble de l'économie française et ça va arriver de toute façon à concerner l'ensemble des entreprises. Si je prends l'exemple de Burdeo, on est une petite structure d'une quinzaine de personnes, et bien quand on répond, nous aussi, à des appels d'offres, on nous demande notre stratégie RSE, on nous demande notre bilan carbone, on nous demande notre trajectoire SBTI. Et par conséquent, vous voyez, on est obligé, alors dans notre cas, on le fait, mais on est tous obligés de s'intéresser à un moment donné à ces demandes des grandes entreprises. Alors, quelles seraient éventuellement les prochaines étapes? Et ça va m'amener à la deuxième partie de la question qui était de l'intégration de la RSE dans tous les métiers. Euh, je suis à titre personnel totalement convaincue que le sens de l'histoire fait que la durabilité a vocation à être intégrée dans tous les métiers pour deux grandes raisons. Un, parce que si on veut véritablement que l'entreprise se transforme, qu'elle transforme son business model, ça ne peut pas être uniquement la responsabilité d'une équipe transverse entre guillemets, toute seule hors sol. Ça ne peut se faire qu'avec l'ensemble des métiers de l'entreprise qui vont prendre à leur compte sur leur périmètre ce que veut dire la durabilité pour leur métier. Donc j'en suis à titre individuel absolument convaincue et on peut aujourd'hui déjà le voir dans de très très grandes entreprises du CAC 40. Vous avez dans les métiers des personnes dont le titre de poste est Sustainable Finance, Sustainable Supply, Sustainable Legal Sustainability. Donc, vous voyez, on arrive déjà chez certains à avoir ce type de poste. Donc, moi, je suis persuadée que ce sera vraiment important pour pour la transformation en profondeur des entreprises. Et j'en suis convaincue aussi pour une deuxième raison, c'est que nous sommes le grand témoin de cette volonté que vous avez tous de vouloir contribuer positivement à transformer l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et je suis convaincue qu'il y aura une rencontre de votre volonté, de votre désir de pouvoir aller sur ces sujets-là et la nécessité qu'a l'entreprise de devoir embarquer l'ensemble des collaborateurs. Alors, comment on y arrive et comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, pour la première fois cette année, en discutant avec les directeurs RSE, comme nous avons l'opportunité de le faire régulièrement, cette année, c'est la première année où ils me parlent pratiquement tous systématiquement des programmes de formation qu'ils ont mis en œuvre. Et ils me disent tous plus ou moins la même chose. On a l'étape d'acculturation, et ça concerne l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, on descend en termes de formation pour aller vraiment dans le cœur de métier et pour euh, expliquer aux collaborateurs dans chacun des métiers ce que veut dire la stratégie RSE de l'entreprise pour leur métier. Donc, on voit déjà, si vous voulez, que les entreprises elles-mêmes prennent cette notion de formation relativement au sérieux et déploient des programmes qui vont véritablement sous forme d'entonnoir dans les métiers. Euh, donc, vous avez la formation de l'entreprise, mais on rencontre aussi de plus en plus de professionnels sur des tas de métiers différents qui, eux aussi, ont décidé d'aller se former à titre personnel sur ces sujets et qui reviennent dans l'entreprise, reprendre leur métier et le font sous le prisme de la durabilité. Donc, les modèles existent,
les professionnels à double casquette, puisque c'est comme ça que nous les appelons quand ils ont leur métier, plus la partie durabilité, existent aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, éventuellement, qui nous écoutez aujourd'hui? Ça veut dire que saisir, saisir cette thématique ou saisir l'opportunité que peut présenter cette thématique, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que si on s'y intéresse, on peut tous se poser la question de savoir de comment on peut exercer notre métier par ce prisme-là. Euh, je vous dirais aussi que euh, le poste de responsable RSE, c'est pas une fin en soi et c'est peut-être pas le Graal, qu'il y a effectivement mille et une manières de pouvoir avoir du sens et avoir de l'impact dans son métier au jour le jour, quel que soit le type de structure dans laquelle on peut être. Je voudrais terminer par vous dire deux choses. Un, sur la liste des métiers qui sont concernés, parce que parfois on me dit, mais est-ce qu'il y a des métiers qui ont bougé plus que d'autres? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le sujet du marketing qui a pas mal bougé avec de plus en plus de personnes qui ont ce titre de marketing responsable. Tout ce qui est autour de la logistique et de la supply chain, pour des raisons évidentes, hein, parce que vous avez des sujets de carbone sur ces métiers-là. La finance, qui prend avec la CSRD à bras-le-corps ce sujet de finances responsables. Et puis, vous avez des métiers que sont celui des ressources humaines qui doit s'approprier aussi ces éléments-là, la recherche et le développement. Parce que c'est quand même très important sur la partie design de produits ou de services. Et je terminerai par le métier du juridique, parce que la législation auquel, ou les législations auxquelles doivent faire face les entreprises se démultiplient et les juristes d'entreprise, selon moi, encore une fois, vont avoir un vrai rôle de business partners à avoir pour décrypter ce que ça veut dire et comment les entreprises peuvent s'approprier et déployer cette législation au mieux. Et je vais terminer en vous racontant une petite anecdote que je discutais avec un directeur RSE d'une très belle entreprise internationale et qui me disait, vous savez, Catherine, euh, aujourd'hui dans le recrutement, à choisir à compétences égales, en ayant deux profils devant moi, à compétences égales, et bien maintenant, je pense qu'il faut qu'on choisisse le profil qui aura soit l'expérience, soit l'appétence, soit la formation sur la durabilité. Et c'est le premier qui m'a dit ça depuis 6 ans que je suis chez Burdeo. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on en est à penser que, effectivement, venir avec ce bagage et à tout le moins cette appétence-là, eh bien, ça sera un atout dans un recrutement pour votre prochain poste. Merci. Caroline, j'espère que j'ai répondu à la question ou aux deux questions. Écoute, c'est super, moi je trouve, en tout cas. C'est très très bien et tu as bien montré que effectivement il y avait différents moyens justement d'intégrer les sujets de durabilité, soit en étant dans un poste en tant que tel dédié complètement à la RSE, soit en intégrant dans son poste actuel. Et donc ça fait le lien parfait vers le témoignage de Ludovic, à qui je vais passer la parole, qui, lui, justement, à la base, n'était pas forcément destiné à la RSE et a décidé un jour de passer à l'action dans son entreprise. Donc, Ludovic, je te passe la parole pour que tu nous racontes un peu ce que tu as fait. Merci Merci. Caroline, bonsoir à tous. Du coup, donc Ludovic Moulard, moi j'ai 40 ans et je suis directeur de développement durable aujourd'hui dans un cabinet de conseil spécialisé dans la data qui s'appelle 55. Et effectivement, j'ai vraiment complètement bifurqué par rapport à mon expérience et mon expertise avant, parce que auparavant, moi j'avais travaillé déjà depuis 20 ans dans le numérique et dans la data. Et j'étais dans ce même cabinet de conseil, responsable de l'expertise sur ces sujets data. Et c'est un métier évidemment que j'aimais beaucoup,
Donc c'est pas, j'ai pas changé parce que j'en avais marre de ce que je faisais, mais parce que voilà, j'ai décidé de m'engager par rapport à ce que j'avais compris du sujet. Mais je vais vous expliquer un petit peu justement pourquoi j'ai décidé de le faire, pourquoi j'ai décidé de complètement changer de métier. Déjà depuis longtemps, moi je cherchais une association sur des sujets énergie-climat et j'ai découvert une association qui s'appelle le Shift Project, que vous connaissez peut-être. Et là, j'ai pris conscience de l'ampleur de la problématique. Alors, on dit souvent pour la planète, mais en fait, c'est surtout pour nous, hein, le problème hein, qui s'impose à nous. J'ai compris que c'était un enjeu d'avenir majeur, central, et même un enjeu qui, de toute façon, elle n'allait pas laisser indemne ni mon entreprise, ni mon métier, et que je pouvais pas me permettre de rester dans cette voie-là. À partir du moment où j'ai fait cette prise de conscience, comme j'ai réalisé que nos vies, notre économie dépendait de ça, que mon travail avait un impact négatif, que probablement il en pâtirait à un moment donné si je changeais pas les choses, j'ai décidé d'agir et j'ai décidé d'abord d'en parler autour de moi. Le point de départ, c'est ça. J'ai commencé à en discuter autour de moi avec mes collègues, que ce soit à la pause déjeuner, à la pause café, en demandant un petit peu ce qu'ils en pensaient, et en creusant un peu le sujet, les opinions là-dessus. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai identifié des personnes motivées en interne, et notamment un des membres de la direction, qui se trouvait lui aussi tout à fait intéressé par le sujet, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un sujet. Et on a décidé de lancer en fait une petite équipe transverse pour réaliser une étude d'abord, pour étudier l'impact environnemental de ce qu'on faisait. Notamment, en l'occurrence, c'était l'impact de la publicité en ligne, pour bien comprendre un peu de quoi il s'agissait. Et à partir de là, ça a déclenché toute une série d'actions. Donc déjà, après la publication finalement de cette étude, bah, il est devenu assez évident que je pouvais tout à fait changer de rôle et me spécialiser dans ce type de travaux d'études pour nos clients. Donc j'ai commencé déjà par là. Et puis bien sûr, je me suis aussi attelé à transformer l'entreprise en tant que telle et donc à essayer d'embarquer mes collaborateurs au travers de la sensibilisation. Donc, on a déployé la fresque du climat dans l'entreprise, on a formé la quasi-totalité de nos collaborateurs et on va continuer à le faire pour la suite. On a mené aussi d'autres types d'ateliers de formation plus spécialisés sur notre métier ou nos enjeux, donc les enjeux du numérique en particulier, puisque c'est le cœur de l'activité de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je me suis formé et j'ai formé à mon tour mes collaborateurs au vocabulaire, aux différents métiers autour justement de la durabilité. Et puis, bien sûr, on a fait le bilan carbone, ça on l'a fait assez tôt, pour avoir une idée de là où on avait le plus intérêt à accélérer pour réduire notre empreinte carbone, donc quelles actions on avait intérêt à mener pour réduire notre empreinte carbone. Et aujourd'hui, en fait, on a même un pilotage, c'est-à-dire qu'on regarde tous les trimestres, on a notre empreinte carbone sur nos différents postes et on est capable de communiquer. On le fait chaque trimestre, on fait une présentation auprès de tous nos collègues. Voilà où on en est, voilà les progrès qu'on a fait, les échecs, au contraire, là où on a été moins bon, pour embarquer tout le monde là-dedans. Et ça a plutôt très bien marché. Alors, pas encore partout dans le monde, mais au global, de toute façon, on a réduit quand même significativement notre empreinte carbone. Euh, pour donner un exemple, en France, on l'a réduit de plus de 35%. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire, aussi sur les autres bureaux qui n'ont pas toujours cette sensibilité-là. Il faut vraiment les accompagner. Et l'enjeu, justement, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt de faire en sorte qu'ils s'approprient le sujet, que ça devienne leur quotidien, et que du coup, ils soient beaucoup plus pertinents que nous, puisque les problématiques sont pas les mêmes selon les géographies. Si je prends l'exemple des déplacements professionnels pour donner un cas concret, changer son mode de déplacement professionnel en France, on peut passer de l'avion au train, dans un paquet de cas, dans quasiment tous les trajets d'ailleurs. Aux États-Unis, non. À Hong Kong, non plus. Ça marche pas bien, le train, pour aller, quand on est sur une île à Singapour, ça marche moins bien aussi. Donc il y a des différences quelque part dans la façon de traiter le sujet.
Et donc, c'est les équipes locales qui connaissent mieux les enjeux, les problèmes, et qui sont capables de prendre les meilleures décisions sur ça. Donc, c'est pour ça que un des enjeux majeurs, un des travaux majeurs que j'ai menés dès le départ, c'est d'essayer de m'entourer de collaborateurs qui étaient sensibilisés, qui comprenaient le problème et qui avaient envie d'agir. Pour faire ça, en fait, j'ai créé plusieurs groupes de travail, donc des groupes de travail locaux à chaque fois, dans chaque bureau de mon entreprise, pour qu'ils soient en mesure de prendre les actions qui s'imposent, à la fois pour changer les habitudes opérationnelles. Une fois que j'ai dit ça, bien sûr, l'enjeu majeur, c'est au-delà de simplement sensibiliser et changer les opérations, c'est de changer le métier de l'entreprise aussi. Et je vous disais que justement, moi, j'avais développé des compétences là-dessus pour être capable d'accompagner nos clients dans la mesure des impacts environnementaux de ce qu'ils font sur le numérique. Et en fait, même au-delà. Tout à l'heure, Catherine parlait de l'année CSRD. Et donc, aujourd'hui, nous, on répond à des appels d'offres pour accompagner justement nos clients des structures sur ces enjeux-là, donc les enjeux de leur reporting ESG. Ça tombe bien puisque c'est notre métier, la data. Et donc, je suis reparti du métier de l'entreprise, hein. L'idée, c'est pas, on peut pas réinventer la totalité de l'entreprise en termes de métier, en termes de compétences, en termes d'organisation, etc. Il faut reprendre, repartir des éléments de l'ADN. Sinon, en fait, personne va adhérer. Enfin, ça va être compliqué. Et donc là, un des enjeux assez évidents, c'est la donnée, on en a besoin pour bien comprendre ses impacts environnementaux, pour bien comprendre ses progrès en matière environnementale, pardon. À partir de là, il a fallu qu'on s'intéresse bien sûr à comment ça marche tout ça, quelles sont les solutions. Et j'ai rebâti, j'ai repris un peu les codes de mon entreprise, donc notre façon de travailler plutôt pour des très grandes entreprises, s'adosser à des partenaires technologiques, donc des solutions. Et il existe des solutions sur ces sujets-là. Et donc c'est en repartant quelque part de la façon de fonctionner de mon entreprise que j'ai pu mettre en place tout ça. Euh, bon, c'est pas encore, tout n'est pas encore rose, c'est pas 100% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à changer, à creuser pour que notre entreprise arrive à transformer l'intégralité son business model, hein, de sa façon de travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que là, au moins, il y a un plan pour le faire. Il y a déjà des missions, il y a déjà des collaborateurs formés. Il y a même un désir aujourd'hui de la part de la direction de l'entreprise de véritablement accélérer sur ces sujets-là. Donc ça montre bien, dans tout ce parcours, ça m'a pris quand même un certain temps, parce que ça fait presque 3 ans maintenant que j'ai attaqué ce rôle-là. Mais il y a déjà énormément de choses qui se sont passées. Alors après, si je vous parle un tout petit peu des difficultés que j'ai rencontrées, parce que vous doutez bien que tout ça, c'est pas fait comme ça, c'est pas tombé du ciel. Et puis évidemment, j'ai fait quelques erreurs. Je pense que un euphémisme, j'ai fait un certain nombre d'erreurs, évidemment, là-dessus. La première chose que la première difficulté, c'est comment on peut embarquer tout le monde dans un projet comme ça. Et moi, j'avais vraiment envie d'embarquer tous mes collègues, tous, autant qu'ils sont, sur ces sujets. Eh bien, c'était peut-être pas la bonne façon de faire, parce que en réalité, bien sûr qu'on a envie que tous les collègues au final soient embarqués, mais il faut d'abord s'entourer, il faut d'abord être moins seul pour pouvoir avancer, quoi. Sinon, ça prend énormément de temps et d'énergie et en fait, on n'arrive pas forcément à aller emmener tout le monde sur ces enjeux-là. Donc, la première chose à faire, c'est oui, pour faire de la sensibilisation générale, donc sur les actions de sensibilisation, évidemment, ça sert à rien de discriminer. Mais par contre, sur des actions de fond, ben là, il faut s'entourer d'un petit groupe de travail sur les personnes qui ont vraiment envie. Et en fait, c'est assez facile de les identifier à partir du moment où vous commencez à lancer des premières choses. Je sais pas, typiquement, moi, j'ai fait appel à une animatrice fresque pour elle organise 2 sessions. Et après, bah, j'ai proposé à tous les participants qui étaient des volontaires bah, s'ils voulaient devenir animateurs ou pas. Et puis, du coup, maintenant, on a un petit groupe d'animateurs fresques dans l'entreprise qui peut former, enfin, sensibiliser tout le monde sur la fresque du climat. C'est un exemple, vous voyez, mais
Du coup, là, j'étais parti plutôt sur ce sujet-là, sur un plus petit groupe de travail. Bah, au final, ça a très bien fonctionné. Euh, les petits groupes de travail locaux, parfois il y a que 3 personnes dedans, mais c'est 3 personnes qui sont extrêmement actives et engagées et convaincues. Et d'ailleurs, une façon de faire, c'est pas nécessairement de directement changer son job, mais d'aller participer, d'aller épauler ceux qui ont envie de faire bouger les choses dans les entreprises. Il y a des associations qui aussi travaillent à ça, travaillent à créer des ponts entre les entreprises cette fois-ci pour partager les bonnes pratiques sur ces sujets-là. Donc, faut pas hésiter à faire appel à ces associations-là aussi pour créer des ponts. Et bien sûr, les alumni, enfin, je pense que Caroline en parlera après, mais c'est une excellente façon de le faire. Euh, une des difficultés majeures aussi que j'ai eues, c'est que moi, je suis dans le secteur numérique et c'est un secteur où il y a un certain biais cognitif, hein. Typiquement, là, je vous parle avec un outil qui s'appelle Zoom, où vous avez ma caméra qui est activée, etc. Bah oui, là, il y a un impact environnemental, hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Il y a des machines, il y a des serveurs derrière tout ça. Il y a tous vos ordinateurs qui tournent aussi derrière tout ça. Donc évidemment, on a toujours l'impression que c'est magique et que ça se fait tout seul et que c'est beaucoup mieux que d'aller prendre sa voiture pour aller se rassembler. Alors oui, probablement, mais certainement même, c'est sûr, ça a été prouvé. Mais quand même, c'est pas zéro impact. Et donc la difficulté, c'est que déjà, on a un manque de conscience, un manque de connaissances sur les impacts environnementaux du numérique. Et donc il a fallu rebâtir tout un tas d'éléments, retravailler les imaginaires aussi hein, sur le numérique pour bien faire comprendre que en fait non c'est pas du tout virtuel en fait c'est bien réel hein, le numérique les data centers ils existent les machines elles sont là je vous assure qu'on extrait des tonnes et des tonnes de matières premières à l'autre bout du monde pour pouvoir fabriquer tous les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'était une difficulté que j'avais d'expliquer le problème, en fait, d'articuler. Et donc, ça m'a pris du temps avant de créer les bons contenus, et de trouver les bonnes façons de le raconter aussi. Donc, faut pas hésiter à passer du temps à réfléchir à la manière d'expliquer les problèmes et les solutions, hein, bien sûr, à ses collègues sur ces sujets. Euh, un point extrêmement important, c'est que, en particulier quand on a un peu d'éco-anxiété, c'était mon cas au début, on peut être parfois négatif euh, et, euh, et être aussi dans le jugement. On peut basculer dans le jugement et ça m'a joué des tours où parfois, parce que par réaction épidermique, au bout d'un moment, c'est dur, hein, on est confronté à plein de cas de personnes. Quand vous rentrez de votre week-end et que votre week-end de 3 jours et que vous entendez vos collègues qui racontent qu'ils ont fait un aller-retour à Ibiza, ça vous met pas forcément de bonne humeur quand votre job, c'est plutôt de faire en sorte de réduire les impacts environnementaux. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses-là, c'est pas facile, mais l'enjeu est toujours de rester dans le positif. De toute façon, cette, à chaque fois que j'ai mal réagi par rapport à ça, et c'est pas facile, hein, je m'accorde, ça a évidemment créé l'effet exactement inverse de ce que je voulais. Et donc rester toujours dans une vision positive du sujet, c'est-à-dire de voir comment on peut faire mieux, en fait, tout simplement, comment on peut s'améliorer. Rendre visible aussi les impacts, hein, tout simplement. Moi, j'avais un problème, on organisait des événements. Et puis les événements, ben, voilà, tout le monde rentrait en VTC. Voilà, le traiteur, c'était beaucoup de produits à base de viande. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui allaient pas. Et moi, j'ai tout simplement, on a fait le bilan avec quelques collègues de l'événement et on l'a partagé à tout le monde. Et du coup, l'équipe marketing, qui en fait s'intéressait beaucoup au sujet, nous a dit, mais la prochaine fois, on fera un budget, on fera pas un bilan, on fera avant. Et du coup, on reverra peut-être un peu notre copie. Donc, en fait, tout simplement, le bilan, il n'était pas là pour ruiner la soirée à tout le monde, mais juste pour dire, bah, en fait, regardez, voilà, quand on regarde la soirée, il y a quand même deux, trois trucs qu'on aurait pu faire mieux, mais il y avait des choses qui étaient bien, justement, dans l'organisation, qui faisaient qu'il n'y avait pas de gros impact sur certains aspects. Donc, il faut aussi les mettre en avant et voir le bon côté des choses. Voilà, donc ça, c'est un peu les écueils. Alors oui, il y a un dernier écueil, c'est si on rentre un peu dans le détail de comment faire bouger les COMEX, les directions. En réalité, quand on se penche un peu sur le problème, on se rend compte qu'il y a des risques business
énorme pour les entreprises. Euh, il y a clairement des entreprises, des secteurs d'activité qui sont fortement menacés par ce sujet. Je pense, voilà, si on évoque ceux qui sont bien conscients qu'il y a un problème, c'est les assureurs, puisqu'ils en payent, ils en payent les pots cassés de ce sujet pour la plupart. Donc ça, clairement, ces acteurs-là, ils voient bien les risques et souvent, ils publient des informations très intéressantes sur les risques des différents secteurs, puisque leurs clients, c'est aussi les entreprises, pour les assureurs qui s'adressent, qui travaillent en B2B. Et donc, regarder les risques business liés aux enjeux environnementaux, c'est aussi une très bonne manière de travailler le problème. Je vous cite un exemple tout simple. Nous, à chaque fois qu'il y avait de nouveaux qui arrivaient, on achetait des nouveaux ordinateurs, tout neufs. Voilà, comme ça, ils étaient contents, ils avaient un ordinateur tout neuf, ça faisait bien. Le problème de ça, c'est que si demain, et c'est déjà arrivé, hein, il y a des pénuries, si d'un seul coup c'est très compliqué d'acheter des nouveaux PC, ou des nouveaux Mac, ou des nouveaux ordinateurs, peu importe, évidemment, ça c'est un gros problème. Comment je fais pour après accueillir les nouveaux si je suis pas organisé? Donc ça, c'est par cet angle-là que je leur ai fait comprendre que notre entreprise pouvait être menacée si on n'avait pas de capacité à gérer soit l'appel à du reconditionné, soit une meilleure capacité à réparer notre propre matériel et à augmenter sa durée de vie, etc. Donc vous voyez, c'est un exemple très simple de cas où on m'a suivi tout de suite parce que c'était en fait un risque important pour notre entreprise. Bon, c'est un exemple très 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 précis. Dans chaque entreprise, vous avez des risques système. Vous avez des risques de bulles, vous avez des risques liés aux effets rebonds des technologies ou du marché. Enfin, donc ça, c'est perspective plus long terme. Et évoquer ces risques-là, c'est une très bonne façon de faire bouger les entreprises. Et aujourd'hui, elles regardent quand même de plus en plus ces aspects-là parce qu'elles voient bien que c'est trop dangereux de pas le faire. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels ces risques sont absolument évidents, hein. Le secteur automobile, vous voyez bien d'ailleurs la situation, comprend très très bien à quel point cet enjeu-là est présent. Mais en fait, toutes les industries sont concernées. C'est juste que sur l'automobile, c'est plus dans toutes les têtes. Ça se voit bien. Puis il y a une législation, hein, vous avez la loi café. Enfin voilà, il y a des choses assez claires. Donc ça, c'est un point important. C'est aussi regarder les risques. Les risques peuvent être aussi, d'ailleurs, pardon, sur la conformité. Donc ça, c'est un point important. Une autre chose une autre solution qui peut très très bien fonctionner quand on veut transformer son entreprise, je vous disais de s'entourer déjà de petits groupes de travail, identifier les collègues motivés. Et en fait, à l'issue de ça, moi j'ai eu le bonheur d'avoir une collègue qui a fini par dire à son manager, mais en fait, moi j'ai envie de travailler que là-dessus. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Presque, sinon je sais pas trop ce que je fais ici. Enfin voilà. C'est dommage parce que j'ai acquis tout un savoir-faire dans l'entreprise et j'aurais bien envie de le mettre au service de ça. Et son manager a étudié le sujet et au final, elle a pris ce rôle-là à temps plein. Et du coup, maintenant, voilà, on est quatre personnes comme ça sur ce sujet-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu-là d'amener finalement des collègues à proposer ou à imaginer, même aller travailler à fond sur ces sujets-là. Un autre cas peut-être que je peux vous raconter, si j'ai encore le temps, Caroline. Oui. C'est amusant parce que mon entreprise fait partie d'un groupe et d'un grand groupe. Et j'ai croisé en fait du coup des homologues dans d'autres entreprises du groupe qui étaient super motivés comme moi. Et du coup, on s'est mis aussi à faire travailler au niveau du groupe sur ces sujets-là avec un vrai projet. Alors que c'est des temps encore plus longs, hein, mais c'est un vrai projet de transformer notre façon de reporter, d'incentiver les managers. Enfin, c'est vraiment un sujet sur lequel on se penche activement pour mettre en place d'autres façons de piloter l'entreprise. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que
on peut se retrouver au sein d'un même groupe avec d'autres structures, avec des personnes qui sont déjà en train d'avoir une démarche similaire. Et du coup, évidemment, on partage énormément de choses. Enfin, moi, j'ai appris énormément grâce à ces collègues-là, parce qu'on est dans des secteurs d'activité voisins, qu'on parle à peu près au même type de personnalité, au même type de personnes. On est implanté dans différentes zones du globe. Bon, leurs entreprises sont encore plus grosses, donc c'est intéressant aussi de voir ça. Ludovic, Voilà pour ouais, ça. je t'interromps juste parce qu'il y a, en lien avec ce que tu dis, il y a une question dans le chat d'une personne qui voudrait, Sylvie, qui voudrait savoir quelle est la taille de ton entreprise. Alors, de l'entreprise en tant que telle et éventuellement du groupe pour voir un peu, voilà. On est un Euh, peu, ouais, on est à un peu moins de 400 personnes. On est sur trois, donc c'est pas une très grande entreprise, hein. Et on est sur, mais par contre, on est réparti sur 10 bureaux, donc ça, c'est aussi un autre enjeu. Par contre, le groupe auquel j'appartiens, c'est un très grand groupe. Là, c'est plusieurs milliers de personnes. Je peux pas citer le chiffre exact, mais on est nombreux. ok. Bah, Euh, ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Ludovic? je sais pas s'il y avait d'autres questions. Pardon, j'ai pas été. Pas, pas pour le moment, mais il y en aura peut-être à la fin, dans le moment dédié. Donc, en tout cas, c'est très intéressant ton témoignage parce qu'en fait, et ça fait vraiment le lien avec ce dont je voulais vous parler et un peu la méthodologie qu'on a développée chez Alumni for the Planet parce que il y a plein de choses dans ce que tu as dit qui sont typiques du chemin de toutes les personnes que, en tout cas, que nous on rencontre, qui viennent témoigner dans nos webinaires ou qui viennent y participer pour aller sur ce chemin. Et, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui sont vraiment typiques. Et le premier, effectivement, c'est de ne pas rester seul, hein, de se connecter, de pas rester seul. Donc, tu as donné l'exemple, et effectivement, ça peut commencer autour d'une machine à café ou je ne sais où, mais de façon tout à fait informelle. Et c'est souvent comme ça que ça commence le mieux, d'ailleurs. Nous, on a énormément de membres qui ont commencé comme ça, qui parfois ont créé d'énormes collectifs, hein, à la fin dans leurs entreprises. Il n'y a pas besoin parfois que ce soit énorme non plus pour faire bouger les choses. Tout dépend vraiment de l'entreprise, etc. Mais en tout cas, et c'est en fait la jeunesse d'Alumni for the Planet. C'est-à-dire que la première chose qu'on s'est dite, les fondateurs d'Alumni for the Planet, on s'est dit tous, alors, il y a le manifeste pour un réveil écologique. Donc, les jeunes se mobilisent, etc. Mais nous, les un peu moins jeunes, un peu plus expérimentés, nous allons dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas, effectivement, bah, dans nos études, on ne nous a pas formés à ces sujets-là. On nous a même parfois plutôt formés à fermer les yeux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que bah, si on avait envie de faire des choses, mais personne n'osait parce qu'en fait, on ne savait pas par quel bout prendre le sujet. Et alors, on s'est dit, bah, on va créer une façon pour les alumni, quel que soit. Alors, les alumni se retrouvent dans leurs propres écoles ou leurs propres formations en général, mais de façon totalement transverse parce que c'est pas un sujet propre à une école ou à une formation spécifique. C'est un sujet qui touche tout le monde, quelle que soit sa formation. Et donc, c'est comme ça qu'est né en fait Alumni for the Planet. Et la première chose qu'on a créée, bah, c'est de dire bah, il faut qu'on ait un moyen de se connecter. Et donc, on a créé, donc j'engage toutes les personnes ici présentes qui ne seraient pas encore membres de Alumni for the Planet, sachant que l'inscription, tout est totalement gratuit, hein. On est une association à but non lucratif. Donc, de vous inscrire parce que ça vous permet d'accéder à un moteur de recherche où en fait, vous allez pouvoir identifier des personnes qui sont dans votre entourage, soit habitent dans la même ville que vous, soit travaillent dans la même entreprise que vous, soit ont fait la même formation que vous. C'est les critères qu'on vous demande de remplir, en fait. Et de fait, déjà, et vous pourrez les connecter. Vous connecter avec ces personnes-là et donc, ou aller les retrouver au coin de la machine à café, si c'est dans l'entreprise, ou dans votre entourage, etc. Et c'est déjà le premier pas. Parce que comme ça, bah, vous n'êtes pas seul. Si c'est quelque chose qui vous bloque, comme beaucoup de personnes, si vous n'êtes pas seul et vous pouvez commencer à en discuter. Et c'est vraiment le premier pas.
Alors évidemment qu'il y a l'autre pan qui est de s'informer. Hein, Ludovic en a parlé aussi, Catherine en a parlé aussi. Les sujets sont de plus en plus nombreux. Il y a énormément de sources d'informations aujourd'hui. Donc sur notre site, nous, on n'est pas à l'Unifor Planète, comment dire, destiné à vous créer de l'information parce qu'il y en a énormément. En revanche, on essaye de la trier et du coup de vous sélectionner des bonnes sources d'informations. Donc, tous les gens sérieux de l'écosystème sont référencés normalement sur notre plateforme. Et il y a plein d'outils pour vous sensibiliser, pour vous informer, voire commencer à vous former, hein, sans aller jusqu'à de la formation en tant que telle. Et ça peut passer par faire une fresque de climat. Ludovic a cité le cas, par exemple. Alors, il y a des fresques de plein de choses aujourd'hui. Hein, fresque du climat, fresque de la biodiversité, fresque de l'emploi durable. Et on a sur plein de sujets, plein de thématiques. Mais en tout cas, c'est un moyen de sensibiliser qui est quand même très rodé. Mais alors, en revanche, il y a plein d'autres choses. Il y a l'atelier, comment dire, d'automne, il y a Horizon décarboné. Enfin, voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui. Et un des outils, d'ailleurs, c'est de faire votre propre bilan carbone. Hein. Il y a des simulateurs très bien faits aujourd'hui qui vous permettent déjà dans votre vie personnelle d'identifier quels sont les plus gros leviers sur lesquels vous pouvez facilement, parce que vous vous rendrez compte que c'est très facile au final, en tout cas le démarrage, c'est très facile de gagner au moins la moitié de son bilan carbone. Voilà. Après, l'autre moitié, ça devient un peu plus engageant. Donc, il y a plein d'outils que vous pouvez trouver. Et donc, s'informer, se connecter, c'est déjà les deux premiers pas. Et puis, le troisième, c'est le passage à l'action. On a développé deux types de webinaires qui sont alors les webinaires qu'on appelle inspirés. Alors, typiquement, un webinaire comme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un webinaire inspiré. Notre objectif dans ces webinaires, c'est de vous faire vous rendre compte, grâce à des témoignages concrets et d'experts et de témoins qui sont concrètement passés à l'action, que c'est possible et de vous montrer différentes façons d'y arriver, mais qui sont tout à fait possibles pour vous, quelle que soit votre situation. Donc, ça, ce sont les premiers. Et les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle les webinaires concrétisés. Donc là, c'est des webinaires où on est en plus petits groupes. C'est quand même un peu des groupes de travail. Et là, on vous accompagne concrètement dans le passage à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains arrivent avec une idée, ou simplement une étape d'une idée, ou sont déjà en train d'agir, mais rencontrent des difficultés, ou tout simplement n'ont pas encore d'idée, mais ont l'envie et ont envie de trouver comment s'y prendre. Et dans ce cas-là, on va travailler en groupe collectif euh, rapidement, hein, on travaille pendant une heure et demie, et à la fin, vous allez repartir les uns et les autres avec une to-do, en fait, très concrète. Si vous avez soumis une idée ou un projet ou une difficulté, vous allez repartir avec une to-do très concrète et puis de par où y aller. Voilà, concrètement, comment je peux passer à l'étape suivante, etc. Donc, ça, pour ceux qui sont dans ce chemin-là, qui ont vraiment envie de passer à l'action, je vous encourage. On en fait tous les mois. Donc, le prochain aura lieu en janvier. On n'a pas encore la date, mais ce sera la troisième semaine de janvier. Donc, si vous êtes inscrit chez Alumni for the Planet, vous recevez de toute façon toutes les invitations un mois à l'avance, donc à peu près. Donc, vous aurez les dates et vous pourrez vous inscrire gratuitement. Donc, ça, voilà, c'est des outils aussi pour vous aider dans ces chemins-là. Et je voudrais juste revenir sur la stratégie de réussite, et parce que, en fait, je pense que Ludovic, il va s'y retrouver beaucoup, là, entendu beaucoup de ces différentes étapes dans ce que Ludovic nous a présenté et dans ce que la plupart, enfin la totalité même des témoins nous présentent. Donc la première étape, c'est effectivement de ne pas rester seul et de libérer la parole. Donc Ludovic l'a très bien montré. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit aussi, Ludovic, c'est de dire, peut-être ne commençons pas avec une ambition trop forte. Voilà, essayons pas de se dire qu'on va convaincre toute l'entreprise d'un coup, mais appuyons-nous sur des alliés, en fait. Il faut trouver ces alliés. Appuyons-nous sur des personnes motivées, sur des personnes qui, en fait,
non seulement vont permettre de fédérer, de développer des idées, de développer des actions, vont dégager une énorme énergie positive. Et ça, c'est contagieux, hein. On parlait du non-jugement, on parlait de toujours garder le sourire, d'être toujours dans le positif. C'est extrêmement important sur tous ces sujets-là. C'est ce qui permet aussi de combattre l'éco-anxiété quand elle nous prend parfois, hein. C'est de se dire, hein, bah, on est dans l'action, on fait quelque chose, c'est positif et on avance. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et trouver les alliés, ça peut être aussi, bah, tu as parlé à un moment donné de la direction en fonction de vos entreprises, hein. Nous, on a eu beaucoup de cas de personnes qui se sont dit, en fait, ça n'intéresse absolument pas ma direction et qui finalement, très, très, très concrètement, bah, se sont rendus compte, ont réussi à se rendre compte qu'il y avait au moins une des personnes au comité de direction qui était tout à fait volontaire et tout à fait acquis à la cause et qui s'est avéré être ben, un allié extrêmement utile pour ensuite diffuser et permettre de développer de réelles actions concrètes. Donc, ça, c'est vraiment important, libérer la parole, trouver des alliés. Et puis ben, après, évidemment, c'est définir l'ambition, l'ambition par étapes, hein, comme le Ludovic l'a montré, parce que de toute façon, faire transformer une entreprise de l'intérieur, bah, c'est long. Et il faut que ce soit, enfin, j'ai envie de dire presque, il faut que ce soit long. C'est-à-dire que ce qui était intéressant dans ce que Ludovic a dit aussi, c'est on ne va pas chambouler tout l'ADN de l'entreprise. Au contraire, faut l'utiliser, il faut s'asseoir dessus, faut vraiment l'utiliser positivement. Et donc, le chemin peut être long, mais il y aura des quick wins qui vont être visibles et qu'on va rendre visibles dès le début. Et puis on va avancer pendant des années jusqu'à faire transformer profondément les choses. Donc, c'est vraiment important de définir une ambition, et une ambition euh, avec plusieurs étapes pour pouvoir proposer des solutions évidemment adaptées et déployées dans l'entreprise. Et le point le plus important, c'est tenir la distance, en effet, hein. Ludovic disait, bah, ça fait déjà 3 ans qu'il est sur ces sujets-là, et il y a beaucoup de choses. Tenir la distance et en même temps, j'ai envie de vous dire, célébrer les réussites, célébrer tout ce qui se passe bien, rendre visibles les impacts, les actions déjà réalisées, parce qu'en fait, je suis certaine que, Ludovic, si tu fais un bilan de ce que tu as fait en 3 ans, tu n'as pas à rougir et qu'il y a, voilà, que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Oui, alors Hein. il y a eu un paquet d'actions. J'ai pas tout cité dans ce qu'on a fait, euh, mais je suis pas encore satisfait. Je suis pas encore satisfait. Non, je pense que effectivement, ce sujet de tenir la distance, pour moi, c'est un peu mon sujet du moment. Caroline, c'est Mm, comment je fais pour que ça tienne et que moi je craque pas parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup de travail. Et en fait, ce qui m'aide énormément, je vous disais que j'avais des collègues qui du coup avaient décidé de faire que ça. Bah, c'est grâce à ces collègues-là que en fait aujourd'hui, c'est pas du tout le même. Voilà, c'est pas du tout la même charge mentale, c'est pas du tout la mm, même difficulté. C'est pas le même quotidien quand on a des personnes à qui on peut parler, des choses. mm, Donc, je pense que ça, voilà, c'est mon axe de travail pour tenir à distance. Je pense que c'est ça le sujet qui permet de tenir à distance, c'est d'avoir d'autres collègues qui œuvrent aussi directement sur le ouais, sujet. Et pas simplement dans des groupes de travail, mais des gens dont c'est le métier de suivre. mm. C'est vrai que dans nos webinaires concrétisés, là dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. C'est-à-dire que des personnes arrivent parfois ben, un peu épuisées, en effet, un peu dire ah là là, ne voyant même plus ce qu'elles ont déjà réussi à accomplir. Et en fait, tout le monde repart avec un grand sourire parce que ressourcé, parce que bah, le miroir des autres, l'aide des autres, l'échange. Et honnêtement, bon, voilà, je vous engage à tous ceux que ça peut intéresser d'y participer parce que c'est de très bons moments et très efficaces, en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager rapidement, hein, sur la méthodologie Alumni for the Planet. Et ce que je vous propose, c'est de passer en fait. Alors, premièrement,
comment dire, Florian va vous mettre le petit lien vers le sondage quand même pour que vous y pensiez avant de partir, si certains ne restent pas jusqu'à la fin de la partie forum. Mais je vous engage pour ceux qui ont des sujets à nous partager. Ben voilà, où vous en êtes, quelles sont vos préoccupations, si vous avez des questions sur les deux interventions. Il y en avait une notamment, alors je vais reprendre déjà dans le chat de Marion, hein, qui, alors peut-être que c'est une question plus pour Catherine, qui était quel diplôme après un BTS pour un métier dans la RSE, quelle formation certifiante? Est-ce Alors, que tu aurais quelques... Voilà. oui, et je vais avoir une réponse qui va peut-être un peu vous étonner. Ne commencez pas par vous poser la question de la formation que vous devez faire. Pen- Démarrez par vous poser la question de ce que vous désirez faire. Quel est votre objectif? C'est hyper important. N'essayez pas de faire rentrer un métier dans une formation, mais faites rentrer une formation dans un métier si vraiment vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment le projet professionnel sur lequel je vous invite à réfléchir et à un moment donné de se dire, ben voilà, ce que j'ai comme compétences aujourd'hui, voilà les compétences dont j'ai besoin pour faire le job de mes rêves. Gap analysis, qu'est-ce qui me manque au milieu? Et parfois, c'est pas de la formation. Parfois, ça peut être autre chose que de la formation. Donc, voilà ma réponse sur la formation. Si je peux intervenir, bonjour. Oui. Bonjour, bien Donc, sûr. je suis Marion et donc c'est moi qui ai posé cette question. Il se trouve que j'ai 30 ans d'expérience, on va dire, dans le développement durable et dans l'écologie. J'ai 39 ans, je m'y intéresse donc depuis l'âge de 8 ans. Et en fait, j'ai fait un BTS en communication et j'ai beau avoir beaucoup de MOOC certifiants pour lesquels j'ai 100% de bonnes réponses à toutes les certifications que je passe. Quand je regarde les offres d'emploi qui m'intéressent, on demande des masters ou des licences qui n'existaient pas quand moi j'ai passé mon diplôme voilà, en 2006. Voilà, et c'est vrai que voilà, résultat, je me retrouve confrontée à ben voilà, soit je postule et on me dit vous n'avez pas le diplôme demandé, soit et on me demande de refaire des études. Et donc j'ai du mal à savoir voilà où c'est que je dois aller et si je dois faire une licence, si je dois faire un master. En même temps, j'ai pas envie de faire des études toute, toute ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que je pose des questions parce que j'ai fait une étude un petit peu sur LinkedIn ou sur Indeed et même sur Brideo. Et c'est vrai que voilà, malgré l'expérience que j'ai, on me demande toujours bah, soit une licence ou soit un master et je me perds dans tout ça. C'est pour ça que je pose cette question. Merci. Et je vais vous faire la même réponse. Alors, et je vais juste ajouter que une entreprise, quand elle fait une fiche de poste, elle va effectivement y mettre un certain nombre d'éléments parce que euh, elle a un imaginaire du profil parfait. Euh, mais honnêtement, euh, je n'ai pas vu depuis longtemps chez nous de candidats qui soient refusés parce qu'ils n'avaient pas une certaine formation. Après, bien évidemment, quand on a un métier hyper technique, si il faut savoir faire des calculs carbone de scope 3 voire de scope 4 et que voilà, on sait pas manier certains outils de manière assez fluide, ça peut être un sujet. Mais honnêtement, jusqu'à présent, enfin, j'ai jamais vu de profil qui soit refusé parce qu'il n'y avait pas une formation en particulier. Merci. Donc, je pense qu'il faut reprendre le projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le type de poste sur lequel vous voulez aller exactement? Enfin, Hmm. honnêtement, je pense que repartir du projet professionnel. Et merci Catherine. Je peux dire un mot sur le sujet des formations en Bien général. sûr.
C'est pas facile d'identifier les bonnes formations. Et sur ce sujet, malheureusement, il y a aussi des formations qui sont pas extrêmement matures. Donc, il faut vraiment se renseigner et prendre des témoignages avant de se lancer, de toute façon, dans une formation quelconque. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui l'a faite, qui vous la recommande, c'est quand même mieux que si vous la faites comme ça. Il y a vraiment, vraiment une disparité dans la maturité des modules de formation. Je le vois aussi parce que j'essaie de recruter. Et donc, j'ai aussi la difficulté de trouver des personnes qui ont les bons, oui, les bons items de formation, même quand ils viennent de cursus adaptés. Donc, c'est pas évident. Et il y a une autre chose qu'on peut faire pour se former, c'est aussi s'appuyer sur les webinaires, les contenus des assos. Il y a énormément de choses gratuites ou très peu chères disponibles dans les associations. C'est pas forcément la peine d'aller tout de suite se ruer sur une formation très chère. Commencer par ces contenus-là pour bien comprendre les enjeux et après aussi, pourquoi pas, grâce aux alumni notamment, trouver les formations adaptées à ce que vous voulez faire, comme le disait Catherine. Merci Ludovic. On a aussi une question de Bernard, alors qui cherche, je crois, à s'investir en tant que retraité dans des associations et qui nous demande en particulier, enfin, qui demande à l'assistance si certains ont des retours d'expérience avec Team for the Planet. Alors, bon, on- je ne sais pas si, je pense que, enfin voilà, c'est le lieu de partager. Mais Team for the Planet, voilà, c'est une association qui est très bien. Enfin voilà. Après, C'est une Ludovic, entreprise. tu voulais Ouais. commenter? C'est une Mais entreprise intime for the Planet, ouais, mais c'est c'est une pas une entreprise en association. fait en réalité, ouais, qui Et investit dans des voilà, c'est ça, qui sociétés. investit exactement dans des projets engagés autour de la décarbonation. Donc oui, non, c'est très intéressant, je pense, de s'y engager. Il n'y a pas que donner de l'argent qui propose de faire, on peut tout à fait s'engager dans les projets aussi. Alors moi, je suis pas engagé dans celle-là, j'en ai entendu parler Mm, énormément autour de moi, et puis on a aussi échangé dans le cadre de l'association donc des Shifters, mm, échangé avec des membres de Team for the Planet sur leur façon de faire pour partager nos bonnes pratiques. Parce que c'est complètement complémentaire comme approche. mm, mm, Et c'est vrai il y a des beaux projets, il y a des très belles choses qui s'y passent. Mais je me suis permis de répondre en fait à Bernard d'accord. en lui proposant de se mettre en relation avec une personne qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi et qui sera capable de lui en parler et qui en plus est retraité aussi. Donc ça tombe bien. Ce serait, ce sera idéal peut-être Voilà. pour parler de ça. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance souhaite intervenir ou présenter une problématique, une expérience sur ce qu'on vient de dire? N'hésitez pas à prendre la parole avec ou sans la caméra, comme vous le souhaitez. Éventuellement, est-ce que je peux... Delphine, oui, Oui, bien sûr. bonjour. Bonsoir. Moi, ce que je pense, bonsoir, en termes de formation, alors moi, je me suis intéressée à la durabilité parce que j'étais dans une société qui est passée société à mission. Mais finalement, lorsque j'ai choisi d'aller me former, de prendre une autre orientation professionnelle, je n'ai pas directement, en fait, opté pour des formations sur la durabilité. J'en ai fait des plus courtes, hein, des formations, mais ma formation principale, je l'ai faite finalement sur le management stratégique de l'information et des technologies, en ayant une optique euh, durabilité et transformation durable en suivant cette formation. Mais bien évidemment, à la base, ce n'est pas une formation qui est liée à de la durabilité. Je pense que derrière, il y a, voilà, c'est pas forcément en allant se former sur de la durabilité qu'on va faire de la durabilité dans les entreprises. Il va y avoir aussi d'autres besoins euh, avec des personnes qui ont effectivement, mais ça a été dit tout à l'heure, qui ont en fait une connaissance durable, soit en expérience ou en formation. Moi, je suis bien plus de mon expérience des petites formations complémentaires.
Mais voilà, je pense que c'est aussi intéressant d'aller se former sur d'autres sujets de l'entreprise euh, en ayant en tête ce qu'on doit y chercher et en quoi ça peut faciliter et aider une transformation durable. Merci Delphine. Et puis j'ai envie d'ajouter que tout comme Catherine nous a partagé sa vision, alors que nous partageons à 200% chez l'Uni for the Planet, hein, qui est que ben, on aura gagné le jour où tous les métiers et toutes les fonctions intégreront les sujets de durabilité nativement, j'ai envie de dire. Ben, il y a un moment où dans toutes les formations, sur tous les jobs aussi, ces sujets de durabilité et les formations aussi scolaires, évidemment, ben, intégreront ces sujets-là. Donc, en effet, tout dépend du projet et comme disait Catherine, en fonction du projet, ben, il faut prendre une formation qui est plus dans, d'un côté de la barrière ou de l'autre, si je puis dire, mais à un moment donné, tout ça, fort heureusement, je ne sais pas quand, je ne suis pas devin, mais en tout cas, vont se niveler et se mélanger. Et alors là, ben, on sera tous très contents. Tout à fait. Est-ce que je dirais bien un mot quand même sur un sujet qui est un sujet un peu délicat. Alors, vous allez me dire, c'est un peu une opinion que je vais mettre en avant. Voilà, je ne parle qu'en mon nom propre. Mais il faut, là où je trouve qu'il y a des difficultés dans les formations, mais de manière générale dans le secteur, c'est que dans les métiers de la RSE, qui est un peu un métier à cheval, pas tout à fait sur les enjeux environnementaux, ou du moins ça dépend des organisations, la responsabilité sociale des entreprises, euh, il y a toute une composante de certification, de notation, et vous avez des équipes entières dédiées uniquement à ces processus-là. Évidemment, moi, ce serait pas le parcours que je recommanderais. C'est-à-dire que il vaut mieux d'abord avoir des actions concrètes pour changer la façon de faire dans l'entreprise, avant de se dire, bah tiens, je vais aller me certifier. La certification peut être un bon outil selon le niveau de maturité de l'organisation, selon le secteur d'activité de l'organisation, etc. Donc, il faut faire attention. C'est si on met toutes ses forces dans un processus de notation de certification, au détriment quelque part d'actions concrètes dans l'entreprise, ça, je pense que c'est vraiment contre-productif. Et vous avez des formations qui sont spécialisées uniquement sur ce sujet-là. Et là, dans ce cas-là, ça peut être embêtant. Donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, hein, attention. Je pense qu'il faut creuser justement avec des personnes qui les ont suivies pour voir s'il y a bien dans le cadre de ces formations, des exemples d'actions concrètes qui vont être expliquées, proposées pour aider aussi à vraiment faire bouger les choses plutôt que de simplement faire de la paperasse. Voilà. Donc c'est un peu le risque qu'on peut avoir avec ces sujets-là. Ça peut être des excellents outils ou au contraire les pires outils puisqu'on se retrouve à faire que de la paperasse. Bon, c'est un petit point qui me semblait important. Merci Ludovic. Excusez-moi, Sylvie, pardon, tu veux- j'aurais une ah, question. Est-ce Pierre, que vous voulez pardon. que j'attende pour la poser ou je peux la poser maintenant? Non, non, allez-y. Et Super, après, merci. Alors, donc je vais aussi poser une question qui me concerne premièrement, mais je pense qu'elle peut hum, intéresser d'autres personnes. Il se trouve que je suis jeune diplômé et j'aimerais intégrer la RSE dans mon métier. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais à terme, euh, accompagner les entreprises dans la réduction de leurs émissions carbone, entre autres. Et donc, je me pose la question, étant moi formé en data, la meilleure trajectoire à adopter. Et si je résume un petit peu tous vos conseils, la priorité que je devrais me fixer n'est pas de me former en plus actuellement via des certifications, mais plutôt rejoindre une entreprise qui soit fait euh, peu de data, peu de RSE ou même pas, et essayer d'apporter des actions concrètes qui vont me permettre d'avoir une certaine légitimité en fait en termes juste d'expérience et pas de formation, si je comprends bien. Pierre, ouais. Pierre, vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez de rien. Et comment Je, vous dire? Euh, c'est le sujet numéro un des boîtes aujourd'hui. Comment elles font pour aller chercher la donnée de partout, la mettre au beau format, passer ça dans le shaker pour que ça sorte tout ce dont elles ont besoin. Donc, comment vous dire? Appelez-moi. Appelez-moi. On en parlera. Mais vous avez zéro problème. Juste ayez de l'appétence pour le sujet. Formez-vous, comme l'a dit Ludovic, il y a des tas de MOOC de partout. Moi, je recommande celui du C3D, Oui. mais il y en a plein partout. Pour que vous compreniez quels sont les enjeux de durabilité auxquels les entreprises font face aujourd'hui. Mais je peux vous garantir, je vais vous donner un exemple concret, je vais pas donner le nom de l'entreprise. Un client qu'on connaît bien, et il m'appelle il y a un peu plus d'un an, puis il me dit, Catherine, il me faut quelqu'un sur du scope 4. Vous voyez, par exemple, il faudrait que vous compreniez ce que c'est que le scope 4, par exemple. Mais vous n'avez pas besoin de faire une formation pendant 18 mois pour le faire, hein. Vous trouverez ça largement sur le web. Il me dit, je dis OK, c'est intéressant, bon, d'accord. Puis il me dit, mais j'aimerais quand même quelqu'un qui s'y connaisse en data, hein, parce que bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de données à collecter et tout ça. Bon, je vous fais l'histoire courte, il cherche tout seul, il trouve pas, il vient m'en voir 6 mois plus tard. Nous, on met un petit peu de temps à trouver parce que c'est pas simple. Eh bien, à la fin, il a pris un jeune homme qui devait avoir 2 ans d'expérience. Entre vous et moi, je suis pas sûre qu'il ait connaissait quoi que ce soit au scope 4. La raison pour laquelle il l'a pris, ça a été pour ses compétences de data scientist. C'est ça qui l'a intéressé. Il a dit, en fait, je pourrais le faire monter en compétences sur le carbone. Mais cette notion de data et de capacité à pouvoir, voyez, imaginer, en fait, les systèmes dont les boîtes vont avoir besoin, c'est ça qui l'intéressait. Donc, je Et les m'inquiète data pas. scientists sont des ressources rares, en Ouais, plus. ouais, et En plus. vous trouverez. Mais ce qu'il faut que vous ajoutiez Ouais. sur votre compétence métier, là maintenant, il faut y ajouter la couche. Je dis pas le vernis parce que quand on dit vernis, c'est juste un petit truc qu'on met pour que ça fasse joli. C'est pas le bon mot. Il faut que vous ajoutiez la couche supplémentaire de ce que moi j'appelle excusez-moi, La la comptabilité culture carbone? générale Elle plus est plus plus générale. plus du sujet. Donc, il faut que vous compreniez le vocabulaire, il faut que vous compreniez les tenants et les aboutissants du sujet. C'est un sujet passionnant, vous tomberez dedans, vous en sortirez pas. Et après, vous y allez. Alors là, Tu, Mm. tu- m'inquiète pas. Pierre, ben, vous pouvez aussi venir travailler dans des cabinets de conseil spécialisés dans la data qui ont des activités dans ce domaine. Non, mais je plaisante, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et alors, juste un tout petit point, pardon, je suis désolé si j'ai pas été clair. Quand je parlais de certification, je parle pas des formations qui débouchent sur une certification, je parlais de certification des entreprises. Mm. Il y a des certifications qui existent. La plus connue, c'est B Corp. Mm. Mm. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce sont des mauvaises choses. Je dis juste qu'il faut, là où il faut se méfier, c'est pourquoi faire ce processus de certification. C'est ça la question. Si le but, c'est justement de faire changer des choses concrètes dans l'entreprise, parfait, très bien, ce sera un outil, ça aidera à monter, à améliorer les choses. Si c'est uniquement pour pouvoir avoir voilà, cocher des cases sur certaines choses, alors déjà, ça va être compliqué de l'obtenir, je pense, cette certif-là. Mais je pense aussi à des notations. La plus connue, c'est celle d'Ecovadis. Si l'enjeu, c'est juste d'avoir la note, c'est évidemment dommage. Si l'enjeu, c'est de changer les processus d'entreprise, là, ça devient très intéressant. Voilà. Donc, c'est pas du tout les certifications des formations. Au contraire, ça, c'est très intéressant. Enfin, il y Mm. a pas d'enjeu là-dessus. Merci Catherine et Ludovic. Sylvie avait une question. Je... Oui, enfin, c'est plus une remarque qu'une Mm. question. Une remarque. Me suis inscrite à ce webinaire parce que le sujet m'intéresse. Ça fait un petit moment que ça tourne autour dans ma tête et je me dis, bon, là, il faut que tu y ailles quand même, il faut que tu ailles toucher ça de près. Et, euh, et vous venez de me faire comprendre que
moi, dans mon métier, ma compétence, mon expérience opérationnelle et stratégique, c'est de faire de la transformation des organisations d'entreprise par un projet business innovant. Donc, je travaille Mhm. dans l'innovation, même si c'est une innovation frugale, peu importe, du moment où je peux porter la transformation avec ce fil rouge de projet. Donc, ce que je fais ressemble beaucoup à l'expérience qu'a décrite Ludovic, d'ailleurs, avec la même manière de regrouper des gens qui partent, avec qui j'embarque en fait qui embarquent sur mon bateau, puis après c'est le leur, c'est le nôtre à tous. Et, euh, et du coup, moi je le fais en fait dans un esprit très de modélisation systémique constructiviste, hein, donc très humaniste et avec une grande éthique, avec une obligation importante sur notre éthique. Et je dis notre parce que je travaille avec le groupe intelligence de la complexité, réseau intelligence de la complexité, et qui est un réseau de scientifiques en fait. Et on se soumet à une éthique importante en matière de comment nous allons dans les sociétés ou dans les écoles expliquer comment on peut utiliser la modélisation systémique de manière constructive pour changer un tout petit peu j'ai envie de dire, les positions des managers de demain. Voilà. Et là, vous rentrez dans ce que moi j'appelle l'éthique, hein. Je rajoute une brique en plus. Et ça, c'est juste l'effet waouh. Voilà, j'adore. Et effectivement, Catherine, c'est le cabinet idéal, je pense, parce que c'est juste, il faut avoir envie de faire les choses, commencer à les faire. Et on ne peut pas apprendre sans apprentissage, de toute façon. Donc, il faut d'abord y aller. Il faut mouiller la chemise, il faut mettre les mains dans le cambouis. Enfin, vraiment ce que Ludovic raconte m'a beaucoup parlé. Donc, merci. Ben, merci, merci à vous. C'est tout. Et tant mieux que ça vous ait plu. Ben, peut-être qu'on va pouvoir en profiter pour le mot de la fin. Ludovic, Catherine et moi aussi, bien sûr. Si vous, en une phrase, un petit mot de la fin. De l'audace et faites ce dont vous avez envie. Le mot de la fin, le mot de la fin. Montrer l'exemple aussi, ça fait réagir. Voilà. Tout à fait. Eh bien, et moi j'ai envie de vous dire, ben, osez, hein, comme oser et avec toujours sourire et optimisme. Et vous verrez que le chemin est magnifique. Voilà. Et que vous y trouverez toujours de la ressource et de la satisfaction. Donc, merci à tous d'avoir participé à Merci à notre vous. webinaire. Merci à vous. Et Merci Caroline pour ton invitation. Merci à Florian pour toute l'organisation qui ne s'est pas vue mais qui a eu lieu. exactement. Merci Florian. Et donc, on vous dit à tous, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans nos prochains webinaires et à très, très bientôt et très bonne soirée à tous.